RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Yvan Ngoua est notre invité fil rouge ce matin. Avec elle, nous allons évoquer quelques actions déterminantes menées par l'association au sein de la société guyanaise. Également, nous ferons allusion à son engagement politique parce qu'après cette action, on va dire militante sur le terrain, on va dire entre guillemets activiste, pour moi ce n'est pas un mot péjoratif. Elle décide d'entrer dans le jeu, comme disait Félix Eboué, jouer le jeu, c'est-à-dire aller se présenter au suffrage des Guyanais. On parlera de cette expérience et puis bien sûr nous parlerons de cette nécessité qu'il y a encore de mener des combats, des luttes tous les jours en Guyane. Alain Polmain, nous recevons également un invité sportif. Il s'agit de Patrick Bruno, qui est coach du Rémire Handball King et président de la commission régionale des arbitres. Tout à fait. Puisque j'évoque l'arbitrage hier soir, vous avez pu observer des agissements détestables hier soir sur le terrain. Tout à fait. C'est vrai qu'effectivement, nous étions du côté du stade scolaire. Alors, il faut quand même noter que sur la rencontre, les arbitres désignés ne sont pas venus. Alors, lorsqu'on se retrouve dans de telles situations, on fait un tirage au sort pour désigner deux arbitres dans les deux camps. Effectivement, la rencontre a débuté. Et malheureusement, on va dire, ça s'est mal terminé, puisque bon, il y a eu un envahissement du terrain, petite bagarre, mais bon, c'est un petit peu dommage. Donc, on va pas dire qu'on est rentré bredouille, mais c'est des situations qu'on n'aime pas. Alors, Dieu merci, on n'était pas en direct, puisque je crois que j'aime bien dire à tout un chacun, faites attention, le monde entier nous regarde. Donc, il y a des comportements, il faut faire attention. Et est-ce que vous pensez que s'il y avait des arbitres officiels, ça aurait dégénéré ? Écoutez, il peut y avoir des arbitres officiels et que ça dégénère. Mais enfin, lorsqu'on a l'arbitre officiel, on est beaucoup plus rassuré. Et puis un rapport peut être fait. Donc voilà. Mais enfin, c'est vrai que sur des rencontres, que moi je dis, vaut mieux avoir des officiels. Donc voilà, 11 ou en futsal. Lançons donc un appel, celui que nous lancions hier, renouvelons cet appel. Il y a des formations régulières qui sont organisées pour former, pour accompagner les jeunes. Et l'arbitrage, eh bien, ce n'est pas une partie insignifiante du jeu. C'est la partie essentielle. Il y a des règles, il faut les faire appliquer de manière ponctuelle. Et il n'y a pas de jeu sans arbitre. Tout à fait. Donc, je tenais à faire ce rappel. Puisqu'on parle de règles, Yvan Ngoua, justement, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des règles qui sont édictées par la République et qui ne sont pas totalement respectées ici, à travers les combats que vous menez, et que vous devez prendre votre bâton de pèlerin pour essayer de les faire appliquer à la lettre? En fait, on est dans les deux situations. Il y a soit il y a les règles qui viennent de l'Hexagone, qui sont appliquées correctement dans l'Hexagone, qui ne sont pas appliquées ici. Et puis, il y a quand même aussi ces quelques règles qui ne sont pas adaptées à notre territoire. Donc moi, je parlerais plutôt de la volonté de l'Hexagone. Moi, je trouve que, très sincèrement, et en 2017, c'est ce qui m'a fait violence, c'est ce que j'ai constaté au travers des mots, c'est qu'ils ne veulent pas, en fait. C'est que l'Hexagone, le gouvernement, à 8000 km, ne veut pas, en fait, développer notre territoire, ne veut pas, favoriser le développement de notre jeunesse, parce qu'on sait bien qu'une jeunesse qui est perdue, qui n'a pas de boussole, forcément, va dériver. Donc, j'étais même partie dans une volonté de nuire, en fait. Une volonté de nuire. Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je travaille à l'évolution statutaire. Bien. Alain Polmain, nous allons passer en revue l'actualité sportive et ensuite nous allons développer avec Yvan Ngoua les différents points que j'abordais en présentation. Alain, le sport, c'est du futsal avec la suite du championnat hier soir en R1. Tout à fait. Hier soir, la formation du Rougon-Noir était face au Montjoly FC. À la mi-temps, le score était d'un but, 2 buts à 1, pour cette formation du Rougon-Noir. En deuxième période, Rougon-Noir a mis les turbos, puisque cette formation a mené 5 buts à 1. Le Montjoly FC est revenu 5 buts à 4. Et puis, on vous l'a dit, c'est à ce moment que les choses se sont gâtées. Match arrêté et envahissement du terrain par les supporters. Mais on va quand même rappeler qu'hier soir, il y avait facilement, j'aime bien faire les comptes, on va dire entre 50 et 70 personnes au stade, je dirais, La Fontaine. Donc on peut considérer ça comme une bonne affluence ou pas? Si, un futsal, quand vous avez, même pour le foot à 11, quand vous avez 70 personnes au stade, on peut dire c'est réussi, puisque généralement, lors des derbies, c'est un petit peu dommage. Des fois, on se retrouve à 10, voire 20, 25 personnes. Donc, le futsal, mais on sait que le futsal, c'est une discipline aussi qui draine du monde. On va écouter la réaction d'Axel Rino, qui est quant à lui, on va dire, président de cette formation du Rougon-Noir.
Non, il y a eu un fait de jeu et puis le capitaine, enfin il faut signaler quand même qu'il n'y avait pas d'arbitre, c'était des arbitres bénévoles, et il n'y avait pas de représentant de la Ligue et du coup on a désigné 2 arbitres bénévoles au tirage au sort de chaque équipe pour que justement ça se passe. Bon, le match était tendu, on menait 5-1. Montjoly revenait à 5-4, c'était un peu chaud et puis il y a eu une faute sur un fait de jeu. Il y a eu un joueur qui est calé justement sur l'arbitre et puis après il s'est passé ce qui s'est passé. Ouais, envahissement de terrain, c'est ça? Des deux équipes, ouais. Des deux équipes pour calmer les choses parce que le match était assez tendu. C'est un petit peu dommage de se retrouver dans de telles situations, d'autant plus qu'il y avait du monde. Hein. Il y avait du monde, mais bon, vu que les 2 arbitres, bon, c'était des arbitres bénévoles et ils ont préféré arrêter le match. On notera également que ce soir à 21h, le FC Family sera face au FC Soula. Notez que 2 rencontres sont prévues dimanche, NSC 51 Futsal face à l'ASC Arc-en-Ciel et puis le Real Guyana sera face à l'ASK. Nous passons en Régional 2. Dimanche, notez que le Régina AC sera face au FC Soula. Bienvenue à 12h15. AS Locomotor School FC à Jean-Claude Lafontaine à 15h30. L'ASC La Terre Rouge sera face au FC Family à La Fontaine à 16h45. Et puis notez que le Yana Sport Elite sera face à l'Ajibala Tabriba. Rencontre prévue à 16h15. On sera sur le 2e terrain de Jean-Claude Lafontaine. Pour les vétérans, là aussi ce soir, écoutez, on sera au stade scolaire FC Family, FC Soula. Ce sera à 20h. Une rencontre à, on va dire, à déguster, à savourer sur RDI et France Guyane, puisque nous serons en direct sur cette épreuve. Notez que dimanche, le Yana Sport Elite Academy sera face au Jalis Team au CSD à 10h. Alors la Blanqui Wokra sera face à l'Étoile de Matoury à Bienvenue 15h15. Et là, ici, la Terre Rouge à Esbortin. À La Fontaine 2 à 15h30. Ruban Noir, Montjoly FC. Ce sera bien sûr du côté de La Fontaine 1 à 18h. Chez les féminines, on poursuit la 2e journée, mise à jour également du calendrier. Donc, Régina AC sera face au NST 51 Futsal à Bienvenue à 11h. SC Coursier, FC Family au complexe de cours à 10h. Et mise à jour, je vous l'ai dit, content pour la première journée. Notez que le Montjoly FC sera face au Yana Sport Elite du côté de Rémier. Rencontre prévue là aussi à 16h30. Le foot à 11 avec la programmation concernant bien sûr la Régionale 2 en poule 113. Alors, c'est vrai que ce week-end, la Régionale 1 est en stand-by puisque nous avons la Coupe de France, nous avons la Coupe Vive. Donc samedi après-midi 16h, la SC Rémy Étoile de Matoury, ce sera Edmar Lama. Arc-en-Ciel Dynamo de Soula à Edmar Lama 2. Dimanche après-midi 16h, Académie FC Sport Guyanais à Edmar Lama 2. Et le Yana Sport Elite Academy sera face au Cour FC, ce sera à Sinaï 2 également. En poule ouest, en autre cas, nous sommes du côté bien évidemment de Saint-Laurent. Notez que le PAC du Maroni sera face à l'ASCS Marie-Passoula à Oyan Jean-François. Aigle d'or de Mana sera face à l'ASCO au stade AC Les Coussis, c'est du côté de Mana. Et puis le Cosma Foot dimanche sera face à l'AIC Aguado pour le derby de l'Ouest à Oyan Jean-François. Notez que la rencontre RC Mahoni Jibalaté a été reportée. Alors, les réactions, c'est vrai qu'on a reçu Tramoni, qui est le coach de l'AIC Caraïbes. Vous savez que cette formation de Caraïbes continue encore à vivre des situations difficiles. On est en train de vandaliser on va dire les poteaux, l'éclairage du côté de Bonhomme. On a eu le directeur technique Charlo Andral qui nous parle de cette situation. Voilà ce qu'il nous dit. Charlo Andral, directeur technique de Caraïbes. Cette formation de Caraïbes qui vit des moments difficiles. Hein. Vous avez été vandalisé une première fois. Visiblement, la situation ne s'est pas arrangée. Non, pas du tout. La situation ne s'est pas arrangée du tout parce que après avoir subi des vols de câbles électriques, donc les câbles qui alimentent les poteaux pour l'éclairage, on a quand même pu remplacer ce câble, tant bien que mal, grâce à la générosité d'un électricien. Et là, malheureusement, au bout de 2 semaines, le câble a été encore volé. Et du coup, on se retrouve avec un éclairage défaillant. Et vous soupçonnez quelqu'un? Vous avez une idée de ceux qui souhaitent vous faire du tort? Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui cherche à nous faire du tort, puisque ce phénomène existe depuis des années, notamment dans le milieu du bâtiment. Il y a beaucoup de vols de câbles électriques et à ma connaissance, nous savons tous que les câbles qui sont volés, c'est pour récupérer le cuivre afin de le revendre. Donc il y a une filière en Guyane qui justement pratique ce genre de méfaits, et je pense que si les autorités souhaitent vraiment arrêter cela, ils ont les moyens pour le faire, puisque lorsqu'ils récupèrent le câble, ils sont bien obligés de le revendre le câble. Donc par où ils passent pour revendre le câble?
Voilà la question qu'il faut se poser. Vous pensez faire quoi? Ben là, on a recontacté la mairie de nouveau et la mairie a demandé à ce qu'on puisse trouver un électricien qui fera un devis. Et ensuite, en fonction, s'ils ont la possibilité, ils vont faire intervenir rapidement l'électricien pour nous remplacer le câble. Mais ça ne sera pas fait dans l'immédiat, je veux dire, comme nous, on l'avait fait en urgence 2 jours après avoir subi le vol. Bon, avec la mairie, ça va prendre un peu plus de temps. Et il va falloir être patient, et voilà, c'est tout. Hein. Voilà, Alain Polman, la belle illustration de ce que le sport est au cœur de la société guyanaise et qu'on retrouve toutes les problématiques de manière transversale. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, nous souhaitons tout plein de bonnes choses à cette formation de Caraïbes. On sait que c'est pas évident. Et on connaît également Maurice Carmoni qui est quand même assez pointilleux sur toute la partie technique. Toujours en foot, cette fois-ci nous partons en Coupe Vive, puisque dimanche après-midi, on sera bien sûr du côté du stade Sinaï pour cette rencontre entre l'US Matoury et le Loyola OC. Rencontre qui sera bien évidemment en direct sur RDI et France Guyane. On va écouter la réaction d'Alain Maït qui revient sur l'épreuve qui a été reportée. Cette Coupe Vive ne se fera pas en Guyane cette saison. Alain Maït, président de la Ligue anti-Guyane et deuxième vice-président de la Ligue de football de la Guyane. Pour votre information, je viens vers vous pour vous donner quelques nouvelles concernant la Coupe Vive. Mercredi, nous avons reçu tous les clubs concernés à la Ligue de football de la Guyane pour la remise des équipements. Et tout ça s'est passé en présence du représentant du groupe Vive en Guyane. Et ça pour la phase finale régionale. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir organiser la phase finale en Guyane, ce que nous devions faire au départ. Mais pour des raisons techniques, nous avons dû passer la main. Quand je parle de raisons techniques, nous avons un souci au niveau du terrain Etmalama. Le stade en elle-même répond aux normes, mais sous le terrain, il y a un problème de drainage. La municipalité s'occupe à trouver une solution pour que cette situation puisse être corrigée dans les plus brefs délais. Nous avons passé la main à nos collègues de la Guadeloupe. Le tournoi ou la phase finale de ce tournoi aura lieu en Guadeloupe et ça de 18 au 22 janvier 2023. On n'avait pas de possibilité de repli en Guyane parce que, comme vous le savez aussi peut-être, ou ceux qui ne le savent pas, le stade Georges Chaumette est fermé pour cause de travaux. Et ça pour au moins 12 mois. Donc, le seul choix qui restait, c'était de passer la main à nos collègues en Guadeloupe. Et on espère reprendre la main au mois de mai 2023 pour qu'on puisse ramener cette compétition sur le sol guyanais. Et je vais faire réagir Ivan Goua à ce propos parce que là, on se rend bien compte que même autour du sport, il y a des choses qui sont récurrentes. En fait, il n'y a pas longtemps, on parle d'insécurité et encore aujourd'hui, au quotidien, on vit des problèmes d'insécurité. On connaît notre problème d'oisiveté des jeunes. Et je trouve que, vous voyez, de la même façon que tout à l'heure, je parlais de la mauvaise volonté de l'État de nous donner des moyens, il y a aussi une question à se poser en local, quoi. En local avec les élus locaux. Et vous avez parlé tout à l'heure de mon passage politique qui n'était pas anodin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, je me suis dit que la seule façon de faire bouger les choses et de changer les choses, c'est d'y aller, quoi. C'est d'y aller parce que je ne comprends pas que des stades soient inopérants, ne soient pas. Enfin, je comprends pas qu'on ne donne pas de moyens aux associations qu'on sait, les associations sportives qui font un travail conséquent. Je vois Jean d'Or là, juste en face, là, sur sponsor du t-shirt de monsieur. J'ai découvert Jean d'Or à Paris. Ça fait partie de ces Guyanais, de ces bijoutiers qui ont investi, qui ont donné pour la Guyane de leur personne. Ça, c'est l'implication du privé, mais sur le plan public, on sait très bien que les dotations sont données en fonction du nombre d'habitants, mais que finalement, par le truchement
relevé de l'INSEE, on a toujours un décalage par rapport au nombre d'habitants. Oui, donc les mais c'est notations des ne sont années. pas... C'est des années qu'on sait qu'on a ce problème. Bah, c'est du côté, j'ai été aux législatives. Oui. J'ai été aux législatives parce que derrière, j'ose, hein, on va dire, je suis jeune par rapport aux autres. J'ose penser qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait comme il fallait. J'ose penser qu'il y a des voies et des leviers, des moyens à faire bouger. Aujourd'hui, par exemple, aussi décrié qu'il soit. Il faut savoir que sur la SAFER, c'est quand même l'ENAIC Adam qui a permis d'avoir le droit de préemption. Donc, il y a des choses qu'on peut faire au niveau législatif, faire bouger les choses. Mais oui, je pense que la détermination, le changement aussi de méthode, souvent on parle des méthodes de violence, ne pas rester empêtré dans des méthodes qui ne fonctionnent pas. Une fois, j'avais vu, en 2017, on avait vu la députée Chantal Berthelot à l'époque, qui nous était venue, c'est vrai, j'étais là en Guyane, hein, avec tous ces courriers qu'elle a envoyés pour demander de faire bouger les choses. Mais une fois que les courriers sont restés lettres mortes, est-ce qu'on ne change pas de méthode? Est-ce qu'on ne fait pas autre chose? On va en parler tout à l'heure, on va poursuivre avec Alain Polman. Et j'ai posé aussi la question de savoir si c'est le député qui a ces leviers-là en main. On verra bien. Alain Polman, donc la suite avec la Coupe de France qui se profile à l'horizon. Tout à fait. 2 rencontres sont prévues pour le 6e tour concernant cette Coupe de France. Donc samedi après-midi 15h30, on sera du côté de Ronelon, puisque la Grand Santi sera face à l'US Inamari, et puis le Sheldar de Kourou qui va recevoir le CSCC, rencontre prévue à Bois-Chouda. Tournoi du sport guyanais, suite de la 2e journée. Tout à fait. On notera bien sûr que mercredi soir, RAC AS Saint-Rita a été reporté. Ce soir, on sera bien sûr à 20h30 à la plaine d'Edwige pour AS Mas, AS Vérémir, ASC Usig, AS Corp Plus à Kourou, AS Douane Finance, ASC VK, ce sera à Koumbaludje. Et puis notez que l'ASV Maturi sera face à l'ASCV, le sport guyanais Maturi. Et puis samedi, une dernière rencontre à 16h, puisque l'US Sinamari reçoit l'entente sportive guyanaise. Ce sera bien évidemment à Sinamari. Alors, focus en basket sur la suite de la Coupe de France et le championnat des U20. Allez, pour ce qui est des seniors masculins, on poursuit avec les quarts de finale de cette Coupe de France. Ce soir, à Montjoly, l'USL Montjoly sera face à la formation de l'ASC Roukou à 20h. Samedi, 2 rencontres au menu. ASC Signe Sport Guyanais, ce sera à 21h au CSD. Et puis, notez le Cosma sera face à la formation de l'ASC Maturi 88. Rencontre prévue à 19h à Maximin Norel. On va faire un focus sur le Cosma, puisque le Cosma a recruté notamment Ghislain Daniel et Alice, le sport guyanais, pour monter au Cosma. Écoutez, nous avons joint à notre micro Ghislain Daniel. Voilà ce qu'il nous dit. Ghislain Daniel, on va dire un mercato terrible. Terrible, vous êtes au Cosma. C'est vrai que vous avez mené les 2 premiers quarts-temps, 3e quart-temps. Quasiment tout. Oui. Et finalement, on perd d'un petit point. C'est terrible, hein? Oui, dans ces moments-là, c'est très compliqué. On mène tout le match, mais dans nos temps forts, on n'a pas su répondre présent. Bon, après, tout à leur honneur, c'est une équipe expérimentée. Nous, une équipe reconstruite. C'est notre premier match. Donc, c'est notre premier match du championnat. Eux, ils sont déjà en RIP. Ils ont déjà réalisé 2 matchs. Donc, non, je félicite mon équipe. On a su répondre au présent et montrer que on sera là cette saison. Bon, beaucoup de frustration, beaucoup de déception. Comme je vous l'ai répété, comme je vous l'ai dit, il faut qu'on apprenne à être beaucoup plus en contrôle. On a perdu des ballons où on devait pas les perdre, quoi. On a quand même constaté que le Cosma a fait à recruter sérieusement là. Ouais, on s'est fixé des objectifs, et en se fixant des objectifs, on a essayé de combler ce qui nous manquait. Bon, on a réussi à avoir de bons joueurs quand même. Et là, ça sort au fur et à mesure. Il faut qu'on travaille, qu'on ne lâche pas, qu'on crée le collectif. Parce que la Tour, il y a le sport guyanais, il y a Sinamari, il y a comme des équipes qu'il faut quand même respecter. Et chacun travaillera de son côté. On va quand même rappeler que les féminines jouent samedi soir au CSD quart de finale. L'ASC sera face à la formation de Sinamari. Rendez-vous prévu à 19h. Et puis, c'est vrai qu'on a parlé des U20. Il reste une dernière rencontre à jouer. Ce sera à Saint-Laurent, à Maximin Noël, puisque le COS du Maroni reçoit la formation de Sinamari. Ce sera à 17h. Et pour terminer, là on parle de hand. Là, avec le trophée des champions ce samedi à Kevin Séraphin. À Kevin Séraphin, donc on va quand même rappeler que ce sera l'ouverture. Kevin Séraphin sera le temple du hand ce samedi soir. Alors samedi dès 16h, puisque en moins de 18 féminins, le Gelda sera face au RHK, le Rémi Handball King. À 17h30, on aura la JSE face à l'USL Handball. Et puis à partir de 19h, nous entrons également, on va dire, aux commandes de cette rencontre, puisque cette rencontre sera bien sûr en direct sur RDI
mais également France-Guyane. Alors chez les filles, un certain Geldar Doku RHK, et puis à 20h30 chez les messieurs, la JSE sera face à la formation du Geldar. Vous avez compris que cette formation du Geldar chez les seniors sera sur les deux tableaux. Bien sûr, et on va surtout suivre les résultats. Alors, nous allons faire ce qu'on appelle ici un turnover, le temps pour Ivan Goua de déguster son jus. On va faire une chaise musicale. On va demander donc à monsieur Patrick Bruno, qui va venir nous parler de hand, de passer au micro. Donc, il est coach du Rémy Handball King. Prenez le temps de prendre un petit café et votre jus, Ivan. Hein. Et puis on se retrouve, donc il est président de la commission régionale des arbitres. Installez-vous, bonjour, bienvenue. Vous étiez sagement assis là-bas. Vous avez eu le temps de prendre un café ou pas? Non, oui, ça va. Bon, vous êtes arrivé très tôt d'ailleurs ce matin. Ouais, vous êtes plutôt un lève-tôt. C'était lève-tôt. Rapprochez-vous. C'est ça. Plutôt alors, lève-tôt. Le hand reprend du service à partir de ce week-end. Tout à fait. Est-ce que vous êtes prêts? Si, on est prêt, on s'est préparé. Il y a eu les entraînements physiques d'abord et ensuite un peu sur la plage. Donc oui, on s'est préparé pour une reprise attendue. Reprise attendue, donc on sait que forcément le trophée des champions donne le coup d'envoi à Patrick Bruno. Merci d'être là. Allez, on sait que vous avez 50 000 casquettes. Donc bon, on va s'arrêter à 2 casquettes. Vous êtes... allez, on va commencer par coach de cette formation du RHK. Le RHK qui sera face au Geldar, c'est un classique. Hein. Comment allez-vous aborder cette rencontre? Comme d'habitude, avec des filles qui maintenant, on va aborder comme avec un nouveau groupe, puisqu'on a quelques changements, quelques départs, des jeunes qui ont intégré des équipes en métropole. Donc on a reconstitué une équipe cette année qui va jouer le haut du tableau. Donc on s'est préparé à tenir la dragée haute à tout le monde. Allez, on sait qu'en fin de saison, l'an dernier, vous étiez amer, puisqu'en fait l'objectif c'était là aussi d'aller remporter quelques titres, et on va dire que vous êtes passé à côté carrément. Passer à côté, oui, on s'était préparé pour gagner le titre. Malheureusement, on perd devant le Geldar avec des filles qui, pour une première fois, arrivaient en finale, donc n'ont pas réussi à gravir cette marche. Donc cette année, je pense qu'on se prépare pour. Les petits plats dans les grands, on veut absolument tout gagner. On va essayer de tout gagner cette année. C'est vrai que pour moi, c'est une équipe complètement différente. Donc, on va voir déjà, on va se jauger déjà ce samedi face au Geldar qui reste un rival pour le titre. Alors, en dehors, excusez-moi, Alain Palme, en dehors de l'aspect purement sportif, la compétition, les ambitions de décrocher des titres, qu'est-ce qui fait le ciment de votre club ? Le ciment, il est parti depuis maintenant, cette année, en fait, nos 15 ans. Il est parti d'abord de créer un club avec des amis. Et ensuite, on s'est plutôt dit qu'on va plus miser sur les jeunes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le RHK continue, c'est qu'on a réussi à avoir des jeunes depuis la création qui sont maintenant aujourd'hui seniors et qui sont restés. D'autres sont en métropole ou d'autres sont en pôle excellence Martinique. D'autres ont essayé déjà des équipes de France de moins de 17. Le ciment, c'est ça, ce sont nés aux jeunes. On a beaucoup travaillé avec, surtout mon frère, sur la partie jeune et qui porte ses fruits enfin ces années. Alors, la partie jeune, on sait que vous avez été dans les écoles le mercredi avec des rencontres. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le hand est véritablement entré dans les écoles de votre côté ? On essaie encore, non, pas encore rentrer dans les écoles. Comme vous et moi, on sait que vous avez joué comme moi au handball. On jouait plus au handball à l'école. Maintenant, les profs qui arrivent, c'est d'autres sports que je... Bon, je vais pas il y a plus de sports urbains aujourd'hui. Je vais pas dénigrer, mais bon, quand mon fils me dit qu'il fait du frisbee, ça peut être un sport agréable, mais bon, c'était pas comme avant. Donc, il est dur maintenant de rentrer dans les écoles. Le hand, il faut vraiment être dedans. Il faut un prof attentif. Donc, je pense que c'est peut-être une difficulté pour eux. Mais on essaie de rentrer dans les écoles. On leur propose des animateurs sur des sessions et qui fait qu'on pense que le hand va retourner dans l'école. C'est un échange de bons procédés. Ça veut dire que voilà, c'est ça. Vous espérez voir éclore des talents que vous pourrez éventuellement recruter. Voilà, c'est ça. On va dans les écoles, on leur propose des petites missions et de là, on a eu déjà de l'engouement cette année. Pour pas vous cacher, nous, ça explose déjà dans nos catégories moins de 10 et moins de 12, où on a une recrudescence de gamins qui viennent cette année gonfler notre effectif. Alors, c'est combien de licenciés en 15 ans d'existence ?
Alors, on oscille entre 140 et 130 licenciés. Alors, vous avez été aussi coach du côté du beach hand, puisque le beach hand, c'est, on va dire, l'activité qui est en train de prendre sa place, notamment, on va dire, aux Antilles, en Guyane également, puisque nous, c'est ça qu'il faut. Oui. Alors, un déplacement, on va dire une première du côté de l'Hexagone. Bon, c'est vrai qu'on se rend compte que l'Hexagone nous a pas eu. Ben, le déplacement était assez, comment dire, enrichissant, sachant que là, on a rencontré quand même des professionnels. On a fait une sélection qui était très, très bien parce on perd des matchs à 2 points. Le beach, c'est quelque chose d'assez, comment dire, spectaculaire, mais assez technique et rigide dans le score. Ça veut dire que si vous ratez, si vous marquez qu'à 1 point, de l'autre côté, il marque que des 2 points, donc vous êtes loin au score. Donc non, on n'a pas été ridicule. On a joué contre des équipes comme la Corse, comme une équipe de Dunkerque qui termine 2e de la finale. Donc nous, avec les jeunes, ça s'est très bien passé. Donc, je pense que ce sport nous ramènera encore d'autres techniciens en Guyane. Alors, Patrick Bouno, on disait plusieurs casquettes. On va passer à cette casquette de président de la CRA. C'est vrai qu'on parlait d'arbitre. Qu'est-ce que c'est la CRA? Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui. Ben alors, on était CRA, mais on est passé CTA, Commission technique régionale. Donc, tâche difficile, comme vous le savez, Monsieur Polman. Donc, je vous ai entendu tout à l'heure parler des matchs sans arbitre. Ben, moi, en tout cas, j'essaie de motiver mes arbitres. Par exemple, l'année dernière, on a eu que, sur une 50aine de rencontres, on n'a eu que 2 matchs non arbitrés. Donc, je pense qu'on essaie de tenir la dragée haute à ce niveau-là. Vous avez une obligation de fournir des arbitres pour chaque match? J'ai une obligation par rapport à mon président, par rapport aux équipes tout simplement. Mais il faut que tout un chacun le sache, c'est que c'est quand même un travail de club. Ça veut dire que si le club ne fournit pas d'arbitres, la CTA ne peut pas fournir des arbitres pour les rencontres. Si on est 3 sur la table, si il n'y a que 2 qui fournissent des arbitres, ben, le 3e, lorsque moi je jouerai contre vous, ben, qui nous arbitrera? Donc le problème est là. Les clubs doivent se rendre compte que tant qu'ils n'incitent pas leurs joueurs ou à certaines personnes qu'ils ont dans leur club à être arbitres, ben, ça devient une difficulté parce qu'on reste dans un sport amateur. C'est vrai que les arbitres sont payés, défrayés, on va dire, pas payés, c'est vrai, parce que c'est pas une somme exorbitante, mais si on n'a pas d'arbitre, c'est vrai que ça devient difficile. Alors, juste pour connaître les modalités, si je veux devenir arbitre, il suffit que je me manifeste auprès de mon club. Ensuite, le club fait une démarche auprès de la fédération qui organise des stages et des formations pour ces personnes intéressées. Voilà, c'est ça. Donc, chaque début de saison, là, on a eu notre première session le 25 du mois dernier, de ce mois, pardon. Et l'arbitre vient en session, il doit remplir des conditions de tests physiques et aussi de tests théoriques au début de saison. Et ensuite, pendant la saison, comme vous l'avez dit, il y a des sessions de formation, soit via visio maintenant, parce qu'il y a plusieurs façons de procéder, ou sinon des rencontres des rencontres en présentiel. Donc, on fait des formations pour faire évoluer ça. Le mot de conclusion. Alors, le mot de conclusion. Alors, Fly, je vais vous faire une confidence. Lorsque je parle d'arbitre, j'aime bien l'exemple du hand. Alors, pourquoi l'exemple du hand? Vous savez, sur les rencontres, on va dire en semaine ou dans le week-end, on a souvent des clubs qui râlent parce que l'arbitre n'est pas de niveau. Vous savez que ce sont les arbitres guyanais qui, lorsqu'on on sort à l'extérieur, à l'Hexagone, qui terminent, qui sont les meilleurs. Donc, moi, je félicite M. Patrick Bouno. Et comme quoi, on n'est jamais maître chez soi. Patrick Bouno. Bah, je tiens aussi à dire merci Alain, je les félicite eux, c'est que ces arbitres sont férus de travailler, ça fait déjà 3 ans où on envoie 3 binômes qui sortent premiers des binômes ultramarins, donc je tiens encore, grâce à vous, à les féliciter et que le travail continue. Voilà, donc la reprise du championnat, c'est samedi soir. Vous y serez. On vous souhaite le meilleur pour la saison et que bien sûr on est dans l'esprit du sport.
donner le meilleur de vous-même à l'instant précis. C'est un peu comme ce que disait Pierre de Coubertin. Je vous remercie déjà de parler du sport tout simplement et faire en sorte que nos jeunes sachent que par rapport au sport, on peut se sortir de tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà, merci beaucoup Alain Polman. Nous allons remercier nos partenaires qui nous permettent de réaliser chaque matin cette émission en direct de la Brioche au centre Katuri. Au revoir. Tout à fait, nous remercions JNC Création pour faire vivre la passion du bijou. C'est la Family Plaza, la boulangerie Albert, Mouché Boucané, Sud Motors, la station Café Restaurant, l'Hippocampe Loge 7, c'est au Mire, JF9, Jean d'Or, une mine d'idées et de création toute l'année. C'est à l'Alouette, Papa pour son Loge 12, c'est au Mire. Nous saluons Mister Bouquet et forcément, nous saluons la Brioche. Merci beaucoup Alain Polman. Bon week-end sur les stades de Guyane et merci pour ce travail fourni avec acharnement. Il a chauffé le siège, oui. Donc il va céder la place et nous allons accueillir Madame Amanda Barbosa Costa, qui est directrice de l'association Peuple en Harmonie. Je tenais à faire cette petite rencontre avec Ivan Goua parce que voici un exemple dans l'intitulé de l'association qui dit déjà ce qu'on aimerait faire de la Guyane. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Écoutez, ça va, un bon petit matin, on se réveille comme on peut. Il y a une bonne nouvelle pour votre association, c'est que finalement, vous allez pouvoir vous poser, recevoir dans de bonnes conditions à la fois les adhérents et ceux qui s'intéressent à votre activité. Oui, exactement. Alors en fait, on était vraiment dans un petit local à la base. On était sur un local avec un F4, tout simplement en appartement, centre-ville. Donc là, l'association a grandi un petit peu. Nous avons 3 nouveaux salariés, donc une nouvelle dynamique avec le pôle jeunesse. Donc effectivement, nous avons besoin d'un peu plus d'espace. Et là, nous avons trouvé une super petite maison avec un jardin où on aura une possibilité après d'accueil jeunesse pour pouvoir accéder à certains agréments au niveau de la jeunesse. Donc c'est le principal projet, donc l'inauguration lundi prochain. D'accord. Donc quel est le principal objectif de Peuple en Harmonie ? Alors, Peuple en Harmonie, pour l'année 2022-2023, a deux pôles d'action assez précis. Donc, le premier pôle d'action, c'est le développement local touristique des villages de Guyane, avec différents dispositifs, des projets d'accompagnement et tout d'abord de recensement en fait, des différents projets que les habitants des villages pourraient avoir autour des loisirs, du sport et du tourisme. Et c'est les aider en fait, à passer de l'idée au projet, donc sur papier, et donc les accompagner jusqu'à des possibles financements et des bailleurs. Donc ça, c'est le premier dispositif, DLTV, développement local touristique des villages. Et le deuxième dispositif, donc c'est Pôle Jeunesse, avec la mobilité jeunesse, notamment via le Corps européen de solidarité, l'intermédiation du service civique, et motiver les jeunes de Guyane à comprendre qu'est-ce que l'engagement, comment s'engager et comment pouvoir faire des voyages au niveau du volontariat avec l'Europe via le Corps européen de solidarité. Alors, Ivan Goua, ça va de soi. Quand on voit l'activité, le dynamisme du tissu associatif en Guyane, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est parce qu'il y a trop de carences que finalement on cherche d'autres solutions pour s'en sortir, ou alors c'est parce qu'on a une envie de faire et que parfois on rencontre tellement de difficultés que finalement on fait comme on peut pour se retrouver un peu plus fort ensemble? Il y a un peu des deux. Ouais. Il y a un peu des deux. Il y a effectivement un manquement, en tout cas, un préalable, puisque souvent les associations compensent certains manquements. Nous, aujourd'hui, Transviolence, nous sommes dans la médiation sociale, nous sommes dans l'insertion sociale et l'assistance aux victimes. C'est ces 3 sujets où, désolé de dire, que malheureusement, en tout cas les institutions qui sont partenaires pour certaines, mais les associations innovent, les associations proposent des choses différentes, des méthodes différentes. Donc, c'est un besoin, effectivement, de travailler ensemble. Ensuite, ce besoin, effectivement, de travailler ensemble parce que chacun a une vision, une proposition. Aujourd'hui, c'est vrai, même dans l'Hexagone, on veut nous faire entrer dans un conformisme, on veut nous faire entrer dans des choses qui existent, alors que, malheureusement, on le dit souvent, mais c'est positif pour moi. Guyane est nulle part ailleurs. Donc, ce qu'on fait en Guyane, c'est nulle part ailleurs. Nous sommes quand même un territoire avec 2 frontières internationales. Nous sommes un territoire aussi grand que le Portugal. On a plein de choses qui font que nous sommes exceptionnels, moi, de manière positive. Moi, j'ai une question à vous poser, à vous deux. Est-ce que vous arrivez à faire la part des choses entre la capacité à s'intégrer, la capacité à faire cause commune, qu'on a vu qu'on a marché pour des mêmes raisons, parce que c'est des raisons à la fois de sécurité, économique, de mal-développement, mais pour le reste, est-ce qu'il n'y a pas un piège, c'est-à-dire de devoir se développer par petits îlots,
les populations en fonction de leurs origines, les Bushinengués avec les Bushinengués, les Amérindiens avec les Amérindiens, les immigrés avec les immigrés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Trop violence, en tout cas, on est un peu... Alors, peut-être, du coup, l'anticonformisme. On travaille avec tout le monde. Et aujourd'hui, nous sommes appelés par les chefs amérindiens pour faire des sensibilisations contre le phénomène des mules. Nous intervenons par rapport aux problématiques de l'insécurité. D'ailleurs, j'ai rencontré Peuple en Harmonie au village Kouano à Kourou dans le cadre d'un des projets qu'ils menaient et où nous sommes intervenus sur notre partie, sensibilisation contre le phénomène des mules et puis eux-mêmes par rapport aux jeunes qu'ils accueillaient, qui venaient d'Allemagne, je crois, à cette époque-là. Un échange interculturel. Voilà. Donc derrière... Je pense que nous, chacun, nous savons travailler ensemble. Même les peuples. Hein. Oui. On sait faire appel à qui de droit et tout ça. Mais après, c'est les blocages qu'on peut avoir au niveau institutionnel, pour souvent, ou sinon, les a priori d'autres qui viennent impacter parce que tu vas travailler avec trop violence et puis après, on va te dire « Ah non, on ne peut pas travailler avec trop violence. Qui veut une trop violence? Ah, mais tu n'as pas vu comment ils sont, les méthodes. » Et ça, c'est notre problème. C'est-à-dire que nous, entités, on peut travailler ensemble. L'insertion, je rencontre ça aussi. J'ai fait une réunion avec la Maison des Initiatives pour Cayenne, où il y avait une vingtaine d'interlocuteurs autour de la table. On parlait de l'insertion sociale et professionnelle. Ce sont toutes des personnes que j'ai rencontrées séparément. Mais ce que je disais, par exemple, à Cayenne et à ce chargé de développement, c'est qu'il nous manque, en fait, cette structure qui s'occupe de ça aussi, de nous réunir, qui s'occupe de nous faire échanger ensemble, réfléchir ensemble, parce que travailler ensemble, on sait faire. On s'appelle quand il y a besoin. Exactement. Alors moi, je soutiens vachement cette initiative également. Moi, ça fait 3 mois maintenant que je suis la nouvelle directrice donc, de l'association. Et c'est vraiment, je pense, mon premier mot d'ordre, la mise en réseau. Nous avons déjà une petite, du moins autour du pôle jeunesse et du pôle développement local, un petit réseau qui se fait, mais effectivement, quand je suis arrivée, il y a encore 3 mois, il y avait une petite dynamique de on ne sait pas trop comment faire. Et d'ailleurs, nous sommes en train de mettre des partenariats, notamment avec le Grain Guyane ou avec RSF Nature Rights, des moyens en fait de conjuguer nos compétences. Nous l'avons d'ailleurs fait. Nous avons commencé la semaine dernière justement avec RSF et la CCI et donc l'association Peuple en Harmonie dans l'Ouest. Donc nous spécialistes de la sensibilisation au tourisme durable, avec ceux qui s'y connaissent un peu plus sur l'agroforesterie et les personnes qui peuvent effectivement accompagner les porteurs de projets jusqu'au financement. Donc c'est vraiment mon mot d'ordre, en tout cas sur cette nouvelle direction, c'est comment mieux travailler ensemble. Voilà, je vous remercie. Donc inauguration de votre nouveau local, pour me donner l'adresse exacte du local, du nouveau local. Tout à fait, donc voilà, c'est au 18 lotissement Patawa. Et ça se passe lundi 10 octobre. Exactement. Et c'est participatif, c'est-à-dire que ceux qui viennent peuvent emmener, comme on dit, collation. Exactement, voilà. C'est le but, c'est pour ça que je suis là. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Le but, c'est ça, ramenez ce que vous voulez, allons discuter, nous sommes ouverts aujourd'hui à accueillir. Nous avons un beau jardin, on va avoir des chapiteaux, des chaises et nous là. Hein. Voilà. Bien, merci, bonne continuation. Merci beaucoup. Puis, prenez soin de vous et des jeunes que vous encadrez. Et puis faites briller leur rêve dans les yeux, c'est le plus important. Si on est jeune et qu'on ne peut plus rêver, qu'on ne peut plus porter ses rêves, donc à travers les voyages parfois, à travers les rencontres souvent. Donc merci pour le travail que vous faites à ce niveau. Merci. Nous allons consacrer les 15 dernières minutes à Ivan Ngoua et à Trop Violence. C'est, je le disais, un anniversaire important pour vous, puisque nous allons découvrir les 7 ans déjà d'existence de Trop Violence. 7 ans de lutte, 7 ans peut-être de tribulation aussi, parce qu'on ne le dit pas souvent, mais vous avez évoqué tout à l'heure cet aspect. Parfois, on considère que vous êtes infréquentable. C'est forcément difficile à vivre quand on sait combien vous vous mobilisez. Parfois, vous ne dormez pas. Hier soir, vous étiez à Saint-Georges, par exemple. C'est cela. On est rentré à 1h du matin quand même. Donc voilà, et en fait, c'est la difficulté, mais c'est humain. Hein, donc nous, on n'en veut pas on n'en veut pas à qui que ce soit. C'est-à-dire que c'est la difficulté de faire la part des choses. C'est vrai que nous sommes une association qui multitâche. Et souvent, on nous disait, mais comment ça, de tous côtés mais certains ne savent pas que nos statuts, en fait, nous l'imposent. C'est-à-dire que nous luttons, nous intervenons, nous proposons des actions pour toute forme d'injustice. Donc, quand tu as dit ça, tu interviens partout, en fait. Et de l'injustice, il y en a en Guyane. Et comment on vous sollicite? Comment ça se passe? Comment vous obtenez le contact de ceux qui vivent, qui subissent des situations d'injustice? Alors, Trop Violence, aujourd'hui, c'est à peu près 4 activités.
l'assistance aux victimes. Donc là, c'est la victime, elle prend contact avec nous. Ben, souvent, elle arrive à nous trouver, hein, soit par le téléphone, soit par Facebook. Et puis, elle nous énonce sa problématique, soit logement, soit santé, soit violence, hein, beaucoup de violence. Et derrière, on intervient. Après, on a aujourd'hui aussi développé une partie prévention, insertion. Donc là, c'est une activité salariée. Pour le coup, on a 6 jeunes qui sont sous notre responsabilité, salariés. Ils sont médiateurs sociaux ou coordinateurs d'insertion sociale et professionnelle. Là, nous allons aux abords des établissements scolaires, dans les quartiers aussi, et nous faisons de la prévention, donc la sensibilisation contre la délinquance. Donc que ce soit les mules, que ce soit la déscolarisation, que ce soit les grossesses précoces, etc. Ensuite, le troisième pan, c'est cette notion de partenariat, hein, parce qu'aujourd'hui, comme on nous interpelle, il y a aussi des associations, la CLCV, avec laquelle nous intervenons régulièrement sur la partie logement. Il y a les institutions, la mairie de Cayenne, mairie de Matoury, où nous sommes partenaires pour intervenir dans leur quartier, où ils nous financent tant que faire se peut, quand ils peuvent, quand la préfecture ne met pas son veto. Et le dernier axe, c'est la communication. Donc on n'est pas aussi bien que RDI, mais on est notre propre média. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai que la visibilité fait que les gens nous interpellent facilement. Alors, il faut aussi préciser qu'il y a une autre partie qui est complètement invisible. C'est la partie administrative. Parce que quand on mène des actions, il faut être structuré, il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de démarches. Ça prend du temps, on le sait, tout le monde le sait. Tout à fait. Donc, comment vous êtes organisé Du sur coup, ce pôle effectivement, je suis porte-parole de l'association, mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que je suis responsable de cette association. Pas directrice comme madame, j'ai choisi le terme de responsable pour marquer l'évolution et donc je suis manager et des 6 collaborateurs qu'on gère plus moi-même ça fait 7 de la partie bénévolat, on a quand même aujourd'hui 200 adhérents, faut savoir, Trop Violence, 200 adhérents, donc oui je m'occupe alors une fois un média a voulu se tromper entre m'appeler présidente ou porte-parole, je m'occupe de toute la partie administrative, chercher des fonds, recherche de fonds, développement de nouveaux partenariats et management des équipes. Alors, il faut préciser également que mener une action au long cours qui vous demande d'être constamment sur le terrain, sur le qui-vive, en éveil, c'est plus qu'un sacerdoce. On se donne et on vit sur un mode hybride. C'est-à-dire qu'on est à la fois bénévole, mais aussi l'activité, et tout le monde doit vivre de son activité. Bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, en dehors des cotisations de vos membres, comment vous vous organisez pour assurer la pérennisation de cette association ? Déjà commencer par expliquer pourquoi on s'est professionnalisé. En décembre 2021, novembre 2021, j'explique à l'association que les bénévoles et le travail que font les bénévoles, c'est extraordinaire. Mais on a besoin d'avoir un socle. On a besoin d'avoir des personnes qui sont là pour cela. Et donc, effectivement, on décide d'avoir les collaborateurs, les salariés. Et parce que les bénévoles se fatiguent, c'est normal, et parce qu'on ne peut pas compter sur eux, par exemple, en pleine journée quand ils travaillent. Donc, on décide de recruter, de se développer. Et effectivement, l'association me suit et je propose, puisqu'à l'époque, j'étais trésorière de l'association, donc je sors du bureau pour pouvoir prendre ces responsabilités-là. Et ça oblige à se structurer. Donc, on organise effectivement les différentes activités de l'association. Et par rapport aux recherches de fonds, c'est répondre aux appels à projets d'un côté par rapport aux institutions. Mais malheureusement, la plupart des appels à projets sont gérés par la préfecture en Guyane. Malheureusement, je dis bien, parce qu'une fois que vous êtes dans la rue à dire que effectivement la cause de tous nos malheurs, c'est le préfet, qu'il le veuille ou non, il me semble que j'ai le droit de le dire, mais lui, il en fait une affaire d'État et du coup, nous bloque. Après, il y a effectivement cette notion de cotisation et là, je tiens à remercier les 200 adhérents de Trop Violence parce que c'est grâce à eux qu'on fonctionne. Et puis, les dons. Donc, les cotisations, dons, assez réguliers. Il y a certaines personnes qui font des dons. Aujourd'hui, au travers de la professionnalisation, on a un nouveau visage de Trop Violence. Donc, on voit maintenant des chefs d'entreprise, mais qui personnellement accompagnent l'association. Il y a des groupements qui viennent nous aider financièrement. Et puis, depuis peu, vous nous avez vus un peu partout, les marchés, à vendre des gâteaux. Et là, pareil, un élan extraordinaire de solidarité, parce que je tiens à préciser que les gâteaux étaient offerts par les membres ou même parfois par des sympathisants non adhérents qui venaient et qui nous disaient, voilà, voici, j'ai fait 2-3 gâteaux et c'est pour que vous puissiez les vendre. Donc, nous avez vu sur les marchés. On a l'anniversaire de l'association qui est pour nous une source de financement aussi, puisque c'est une soirée, un déjeuner dansant payant.
50 € le forfait, mais pour apéro, plat, dessert. On va vous choyer, on va bien s'occuper de vous. Et puis, on veut faire un bingo en novembre, etc. Enfin, on développe le comment aller chercher des sous en dehors des subventions, parce que pour l'instant, c'est difficile d'obtenir des subventions. Alors, je jette un petit coup d'œil, je vois Olivier Goudet là-bas. Alors, il va nous rejoindre. Olivier Goudet, voilà, c'est un garçon d'une grande discrétion, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, qui c'est quelqu'un d'intrusif, etc. Je peux vous l'affirmer. Olivier Goudet pourrait être le gendre idéal, je vous le garantis. On le voit parce que, bon ben voilà, il est dans la lutte, il est dans le combat, et on ne voit que cet aspect-là, le côté vindicatif, belliqueux, mais vous savez, c'est pas parce qu'on parle fort qu'on est, qu'on doit effrayer. Bonjour Olivier, ça va bien? Bonjour, ça va bien. En pleine forme? Oui, ça va. On prépare bien les 7 ans? Oui, ça se prépare et on est en plein dedans. Là. Bon, alors, il faut dire que trop de violence, c'est un socle, c'est un potomitan, c'est du temps donné, c'est de l'énergie donnée, ce sont des sacrifices qu'on ne voit pas forcément. Oui. Mais Olivier Goudet, vous avez pris un chemin de traverse, des layons que personne n'avait encore explorés. Ça vous a coûté bonbon cette histoire-là finalement? Vous avez pu être tranquille à travailler tous les jours et à rentrer chez vous dans vos pénates, comme on dit. Enfin, ça va. Hein. Bon, c'est vrai que c'est. Rapprochez-vous du micro. Ouais. C'est vrai que bon, c'est quelquefois un peu difficile financièrement, mais heureusement qu'il y a la population qui est là, qui nous aide, qui m'aide pour pouvoir subvenir aux besoins. Mais sinon, c'est un choix pour la population, pour l'évolution de la Guyane. Qu'est-ce qui, un jour, a déclenché chez vous ce désir de vous mettre au service de votre pays? J'ai pensé à vous quand Ibo Simon est décédé. On ne parlera pas de sa carrière, etc. Mais vous avez chanté avec foi « Si je dois mourir un jour par des mains criminelles ». Je vous revois devant la préfecture avec cette espèce de ferveur, de foi. On sent bien que c'était complètement désintéressé, que c'était un combat personnel. Qu'est-ce qui a déclenché ça chez vous? Ben, ça fait longtemps que je suis sur le terrain, que j'ai accompagné de nombreux politiciens. Et puis, donc, j'ai toujours cru en cette nouvelle Guyane, cette paix, cette Guyane qui sort de ce marasme. Et j'ai toujours voulu, en fait, que la Guyane puisse changer. Et donc... Aujourd'hui, c'était pour moi une vraie volonté de le faire. Et pourquoi ce combat? Parce que je me dis que si mon pas fait, qui moun qui fait. Et c'est pour ça que Yvane Goua, c'est une femme exceptionnelle. Franchement, tous les membres de l'association, tous ceux qui adhèrent à l'association Trop Violence, ce sont des personnes vraiment de valeur, parce que être dans Trop Violence, c'est assumer les risques, les critiques et tout ça. Et franchement, avec la participation de la population, on se sent fort, on n'a pas peur. Et donc, un jour, ça va changer. Alors, vous avez fait un binôme pour la bonne cause, c'est-à-dire que vous êtes dit, en gros, chiche, on nous dit qu'on n'est pas représentatif, on nous dit qu'on n'a pas reçu de mandat, on y va. Et vous y êtes allés ensemble. Ce choix-là, c'était un choix inéluctable, c'était ça ou rien? En tout cas pour Yvane Goua. Il faut savoir que M. Goudet m'a proposé tout un tas de personnes, enfin non, je ne vais pas dire tout un tas, ça serait dévalorisé, mais il m'a proposé des personnes qui pour lui, en fait, pouvaient nous faire gagner. Mais je lui disais qu'en fait, c'est vrai que moi, c'est une question de confiance. Je ne vais pas, c'était pas un poste politique pour faire de la politique politicienne comme par ailleurs, hein, sans citer de nom. Mais derrière, ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment une ambition de travailler pour la Guyane et de faire avancer les choses. Donc, je dis, si on n'y va pas tous les deux, si je vais pas avec quelqu'un de confiance qui va pas me demander de changer comment je suis, qui va pas me demander de changer mon objectif, j'y vais pas. Et c'est vrai que là, je l'ai forcé. Je me dis, si t'as pas raviné moi, m'ont pas calé. Parce que souvent les gens disent que oui, que Yvane a été avec Olivier Goudet. Peut-être que c'est pour ça qu'elle a perdu. Moi, je veux dire que Yvane, elle a pas perdu. Bien au contraire, la population nous a vraiment légitimés et nous remercions la population. Et aussi, moi, c'est vrai que j'avais quelques personnes que potentiellement que je pensais qui auraient pu être avec elle et qui auraient vraiment fait bouger la Guyane. Alors, vous mettez un coup de canif dans les préjugés, parce que finalement, les gens pensent que vous êtes celui qui tient la cravache
Alors qu'en règle générale, dans les luttes, il y a des postures. Je veux dire, si aujourd'hui vous avez des alternatives un peu plus apaisées, si on vous reçoit, on vous regarde différemment, c'est parce qu'il y a eu des moments de tension. Et dans la lutte syndicale, dans le mouvement syndical, on retrouve des moments de tension. Les syndicalistes sont-ils pour autant des troubles faits? C'est cela, c'est cela. C'est une image en fait. Et ceux qui approchent pour de vrai trop de violence le savent que c'est qu'une image qu'on veut nous coller, mais pour mieux, en fait, parce qu'ils le savent que nous faisons avancer les choses, pour mieux empêcher, en fait, le territoire d'avancer. Parce que la préfecture, à un moment donné, quand je venais d'arriver, ils pensaient qu'on pouvait acheter Ivan Goa. En fait, on recevait trop de violence, on faisait croire que c'était M. Goudet qu'on ne voulait pas recevoir, et puis on disait oui, Madame Goa. Et après, là, il rendait compte que Madame Goa, en fait, derrière, on a les mêmes ambitions. Cohérent. Voilà, on a les mêmes ambitions, et quand il faut hausser le temps, j'hausse le temps. Après, derrière, donc après la préfecture, pas télé s'ouvre nous encore. Donc on voit bien que c'est des faux semblants. Et aussi par rapport à cette légende qui veut dire que trop de violence est mauvais et n'est pas suivi. Je veux quand même rappeler aux personnes que pour le premier tour, nous sommes premières, le binôme. Nous sommes premiers, c'est bien, le binôme. Là, on fait de l'inclusivité, quoi. C'est clair. Nous sommes premiers, avec 500 voix quand même d'écart avec le deuxième. Et je tiens à dire qu'on double nos voix presque. Plus qu'on a fait 7000. Oui. On fait plus que doubler nos voix pour le second tour. Donc, moi, j'ai aucun... Oui, on y a été pour confirmer ce que nous savions, que la population est là avec nous. De deux, après, on n'a pas voulu non plus se battre, s'acharner contre cette espèce de complot, tous contre Ivan Goa et Olivier Goudet. On l'a vu au second tour. Il y avait une espèce de... Finalement, les voix du gagnant, c'est une voix multipote, en fait. Il y a tout et rien, en fait, dedans. Donc, eux savent que seuls, sans alliance, nous avons été des concurrents redoutables et sérieux, on va dire ça. Alors aujourd'hui, vous vous inscrivez dans une action de terrain cohérente. On voit que vous êtes sur le front de la SAFER, vous avez fait des réunions d'information, vous êtes... on dit que c'est un territoire enclavé. Oui. Vous vous donnez les moyens d'aller sur ce territoire. Mais néanmoins, est-ce qu'il ne faut pas poser les vraies questions? Ça va durer combien de temps encore, une Guyane aussi écartelée? C'est cela. Et heureusement qu'il y a toute une jeunesse aussi qui se pose ce genre de questions, parce qu'il va y avoir le 22, le 3e comité du désenclavement. Donc avec des jeunes de l'Ouest qui ont initié ça et qui, on en a marre de ne pas avoir des routes. Et c'est vrai que c'est un travail d'ensemble, et ces réunions-là sont nécessaires. Tout le monde dit souvent oui, nous cassons trop. On ne veut pas s'asseoir n'importe où, n'importe comment et avec n'importe qui. Ça, c'est clair. Mais entre nous, c'est indispensable. Parce que les comités de désenclavement, sachez, aussi, moi-même, je fais partie du monde des SS2I, donc aussi révolutionnaire que je suis, ou bien nouvelle technologie, quand j'entends qu'on propose aux jeunes de l'Ouest ou même de l'Est des montgolfières pour 2027, des dirigeables pour 2027, et on leur dit, parce que ça aurait pu être un plus, mais on leur dit, tout le monde veut des routes, mais contentons-nous de la montgolfière. Là, je me dis oui, effectivement, on a un pas à faire, on a un problème. Vous avez un président de la République qui est venu avec un de ses poulains, parce qu'à l'époque, Léna Ekadam faisait partie de En Marche. Oui. Et qui a dit, en terre Bouchinangué, oui, c'est ça. Il n'y aura pas de route. Oui, je ne suis pas votre Père Noël. Donc, qu'il n'était pas le Père Noël. Face à l'État régalien, avec des prises de position ouvertes, avec décidément des choix arrêtés pour le développement de la Guyane, je veux prendre pour preuve le coût d'un billet d'avion entre la Guyane et les Antilles, le coût d'un billet d'avion pour partir en Evasan pour se faire soigner. Face à toutes ces problématiques, quelle perspective vous envisagez? Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous voyez l'avenir? C'est très sincèrement, et c'est pour ça que certains pensaient qu'après les élections, comme on a perdu, on se serait enterré, rentré dans un trou, et qu'on aurait... non, on est d'autant plus déterminés, et j'annonce que ce n'est pas terminé, la politique. Donc vous êtes en plein dedans. Là, voilà, on est en plein dedans. Et derrière, de terrain, il faut bien sûr continuer à rassurer, continuer à conscientiser un peu plus. Mais comment on voit les choses? On voit les choses en changeant déjà, excusez-moi, certains politiques du pays, les politiques du pays, en changeant aussi le rapport que le politique a avec l'État. C'est-à-dire que l'État, une fois qu'il a dit non, c'est pas fini en fait. Et on avait ça à l'époque de Castor.
On avait ça à l'époque d'Ottilie. C'est pas nouveau un État qui veut pas nous donner des routes. C'est pas nouveau un État qui veut pas nous donner d'écoles. Mais les gars, à un moment donné, excusez-moi, les gars, c'est pas péjoratif, mais les castors, les Ottilie, ils faisaient autrement. Ça leur a coûté cher. Mais est-ce que parce que ça leur a coûté cher, on a l'impression que ça, du coup, ça a fait peur. Mais il y a un prix à payer. Vous êtes prêt à payer ce prix-là ? Il faut payer ce prix. Olivier Goudet ? Pour notre jeunesse. J'ai déjà été condamné. Nous avons déjà été condamnés. On est là. On a des plaintes en cours. On doit être convoqués. Ça ne nous fait pas peur. Nous sommes chez nous. Nous sommes des Guyanais. On veut que ça change. Élie Castor n'est pas mort pour rien. Justin Kataï n'est pas mort pour rien. Georges Ottilie et Michel Capel, toutes ces personnes ne sont pas mortes pour rien. Il faut que la continuité. Ça veut dire que vous avez monté un parti politique ? Pas forcément. Ça, je l'avais déjà dit pour les législatives. Je ne vois pas ça comme ça parce que du coup, là, je vois une société guyanaise en train de mûrir et dont il faut continuer à développer la maturité. Donc derrière, je vois à continuer ce genre de réunions. Je vois, oui, à structurer d'un côté, en fait, des réunions et peut-être des clubs de réflexion. C'est ce que j'avais dit que je ferais quand je serai élu. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas, même en n'étant pas élu. Donc derrière, des clubs de réflexion. Et ces clubs de réflexion décideront, en fait, de la suite. Alors, et si un parti doit se créer, c'est pas créer, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, on a démontré que sans parti, on peut aller loin dans la politique. Oui, alors, mais je vais quand même vous opposer ceci. On est sous le droit français. Quand on a un parti politique, finalement... Sûr. Quand on dit, par exemple, on voit des opposants à Marine Le Pen, par exemple, si Marine Le Pen n'était pas légitime, elle ne pourrait pas se présenter aux élections. Bien sûr. Vous voyez, donc le pluralisme, tout le monde peut exprimer ses opinions. Si vous montez un parti politique et vous prenez l'engagement de disséminer sur le territoire potentiellement une relève, parce que ce qui peut arriver de mieux à la Guyane, c'est qu'il y ait un changement global. Parce que si vous l'appelez de vos voeux et que vous avez 2 élus ou un élu, bien sûr, finalement, vous serez dans le même imbroglio. J'en appelle à la structuration. J'ai bien parlé de structuration, mais c'est vrai que pour l'instant, ma petite maturité politique, je rappelle que c'était pour ma première présentation, je veux d'abord qu'on se structure, qu'il y ait, qu'on voit émerger parce que c'est pas Yvan Goua qui va tout faire, donc des leaders politiques. Et après, on verra. Parce qu'en fait, moi, je pense très clairement, la notion de parti politique est discréditée. Et je n'ai pas envie de porter sur mes épaules, de relever l'image des partis politiques qui ne forment pas, qui ne font pas ces réflexions-là, et qui aujourd'hui, oui, c'est un plus aujourd'hui d'être un parti politique parce qu'on a la manne financière. Parce que quand on a gagné une élection, on a tous ces partis politiques-là qui ont gagné des élections récemment, vont avoir de l'argent de l'État. Donc c'est le seul apport. Ils ont l'argent, mais ils font rien. Donc nous, on va faire autrement. D'abord, on va faire, et après, on verra. Et puis si ça s'appelle collectif, si ça s'appelle parti, si ça s'appelle ce qu'on veut, on verra bien ce que ça donnera. Alors, on peut dire aussi que ce ne sont pas tous les politiciens ici en Guyane qui sont bons à jeter. Il y a beaucoup d'élus que nous constatons, que nous côtoyons, que nous travaillons avec, et nous avons vraiment vu que ces élus, s'ils avaient un support, une force en plus, ça aurait pu changer. Oui. Alors, je vous disais donc que vous fêtez les 7 ans. Il y a un temps pour se poser, pour se satisfaire, regarder, parce que pendant qu'on est en lutte, on trace sa route, mais à un moment, on se pose et on regarde le chemin parcouru. Oui. Quelles sont vos plus belles réalisations, selon vous ? Les plus belles réalisations, en tout cas pour moi, Jeunes Trop Violence, parce que Trop Violence est un collectif, après une association. Je suis arrivée 1 an après la création de l'association. Donc, moi, ça reste 2017. Ça reste 2017 à aujourd'hui. Parce que 2017, il restait quoi ? Il restait 5-6 personnes chez Trop Violence, une dizaine à tout casser, à faire le mouvement, à côté des gros bras. Et aujourd'hui, nous sommes 200. Les 500 frères, c'est mort ? Il y a plus de 500 frères ? Je dirais pas. Ils sont 1500 Ils sont plus et ils sont éparpillés en fait aujourd'hui, puisque Olivier Goudet est quand même président d'honneur de l'association des 500 frères, et c'est vrai que j'ai été porte-parole et je ne suis plus, j'ai voulu me consacrer à Trop Violence. Donc après, c'est une association qui fait son chemin par ailleurs, mais c'est vrai que nous l'avons porté à bout de bras de 2017 à peu près 2020, puisqu'on va dire au moment de la crise, on était un peu... donc là, on a décidé effectivement de se concentrer, parce que c'était d'être clair, transparent avec la population.
Après, c'est pas mort. Les 500 frères, ça reste Olivier Goudet, ça reste Ivan Goua aujourd'hui, apparemment, au travers de toutes ces années où j'ai porté à la parole de cette association. Mais aujourd'hui, elle a des représentants. Et c'est à eux de dire où ils vont aller. Alors, il y en a qui ont rendu la cagoule, c'est ce que j'ai entendu, lors des assises. Il y en a qui ont déposé la cagoule pour faire de la politique. Pour être élu. Quand on dépose la cagoule pour faire de la politique, c'est une trêve nécessaire. C'est-à-dire que qu'on passe de l'autre côté, la cagoule n'est plus acceptable. Là où nous avions été clairs avec les 500 frères à l'époque, après 2017, quand se pose la question parce que je rappelle que les 500 frères en termes d'association ont été créés en juillet 2017. Donc quand on pose la question de la suite, on leur dit clairement que les 500 frères cagoulés, c'est ce qui a fait peur. C'est ce qui a, au-delà de la peur, mais qui a fonctionné. Oui. Et que du moment où vous structurez, vous êtes plus facile à atteindre, et ça l'a démontré au travers de ce qui a suivi avec les tribunaux. Vous êtes plus facile à l'atteindre, et deux, on perd cette force-là. Et donc quand j'entends aujourd'hui que certains veulent remettre la cagoule, mais aujourd'hui, c'est une association. Oui. Aujourd'hui, c'est quelque chose de réglementé. Alors, ce que je veux vous dire par là aussi, c'est que vous évoquez toute la puissance de la symbolique dans une société, rite, rituel, symbole. Est-il besoin de rappeler que les 500 frères étaient pacifistes ? Bien sûr. Parce qu'on a tendance à oublier. Donc finalement, il y a eu un spectre, une peur de choses déjà vues dans l'histoire. Bien sûr. Je rappelle que ce mouvement de 2017 était pacifique. Totalement pacifique. Totalement pacifique. Et surtout, ceux qui souvent me pointent du doigt, qui disent Goudet, il gueule, il ceci, il cela. Violent. Eh ben, c'était moi le porte-parole. C'était moi, en fait, le facilitateur. C'était moi qui avait le mégaphone. Et j'étais même appelé... mon nom, c'était quoi ? Sœur Teresa. On m'appelait Sœur Teresa. Parce que les cagoulés derrière, là, les gars, certains, en fait, je dis bien certains, ne voulaient plus discuter, ne voulaient plus parler. Et en fait, il fallait... temporiser, parce que la violence nous aurait fait perdre le combat. On n'aurait jamais eu les accords de Guyane. C'est pour ça que moi, je suis fier de ces accords, de cette signature. Et puis, ce qui était le plus beau, c'était la population, la mobilisation du peuple. En fait. Alors, si je résume, la cagoule a finalement calmé et fait taire les violences ressenties individuellement qui auraient pu créer une émulsion et mal se terminer. Oui. Donc le fait d'avoir la cagoule, ça a uni tout le monde. Et derrière le combat que vous meniez, il y avait cette puissance de ne jamais tomber dans les travers que vous dénoncez, c'est-à-dire la violence. C'est cela. C'est bien ça. Ne jamais tomber dans les travers. Et puis moi, très sincèrement, je pense que si nous étions restés solides, comme on était en 2017, c'est-à-dire qu'il y avait l'association Trop Violence et puis il y avait le collectif Les 500 Frères, on aurait gagné le combat. Alors, juste une dernière question, et je la pose à Olivier Goudet. Qu'est-ce que vous retiendrez d'une photo qui a fait la une et qui forcément a fait beaucoup parler, où on vous voit tenir tête au préfet devant les locaux de Radio Pays? Qu'est-ce que vous retenez de ce cliché dans un monde où l'image parle et en dit long, beaucoup plus long que ce qu'on ne pense? Pour moi, la Guyane a gagné. Parce que ce jour-là, ce n'était pas Olivier Goudet, parce que moi, je n'attends rien. Et c'était la Guyane. Si j'avais bousculé, si j'avais tapé, si j'avais cogné, la Guyane perdait. Parce que Ivan Goua, Olivier Goudet, Trop Violence, ils auraient tué Trop Violence. Et là, encore plus que jamais, l'État nous aurait assommés. Alors, ne cachons rien. Vous avez fait un travail sur vous. Vous avez fait un travail d'apaisement, de prise de parole. On sent aujourd'hui que vous avez plus d'assurance. De communication. Il a fallu expliquer. C'est-à-dire qu'on était stigmatisé, en tout cas pour moi qui rentrais au niveau de Trop Violence, stigmatisé à tort en fait, parce que moi, Olivier Goudet, je ne l'ai jamais connu. On en parlait en réunion il n'y a pas longtemps, mon page ouais joué. Mon page ouais les violemment les personnes. Donc c'était parce que tu parles fort, donc tu es violent. Non, à un moment donné, il y en a qui ont écrit. Il y en a qui ont parlé doucement, il y en a qui sont autour de la table, ils ont fait plein de choses. Mais c'est bon, le temps doit changer avec l'État. Ça fait trop d'années que nous l'avons qu'à souffrir. Le temps doit changer. Et c'est aussi un symbole.
Voilà, merci. Donc on va rappeler donc le programme des réjouissances avec l'anniversaire qui va se dérouler chez Firzé, c'est ça? Oui, salle Firzé, oui. Sur la route de Macouria, PK13, la salle où souvent on fait des animations là-bas. Avec les mamies, voilà, les papis, tout à fait. etc. Donc ça commence à 11h30, venez à l'heure pour qu'on puisse manger vite, enfin manger tranquille et puis surtout respecter le programme. Donc on a Profa qui vient de l'Hexagone en tant qu'artiste avec Victor Klett, on a Loulou Co, Bouton d'Or et le groupe folklorique LLS. Ça, c'est pour l'animation. Les DJ Pasquet, DJ Léo 973, Sly, et puis l'animateur, l'ambianceur de ces dames, c'est ce que j'ai vu. Monsieur Olivier Goudet. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est un animateur. C'est ça, un DJ. Voilà. Et donc, on sera là jusqu'à 20h. Et il y a un forfait, effectivement, 50 €. C'est aussi l'objectif aussi d'aider l'association. Mais c'est le prix à peu près. Hein. Généralement, on n'a pas fait plus que pour les dîners dansants. Donc, déjeuner dansant, 50 € pour entrée, plat, dessert et amusement. Puisqu'il faut faire venir ces artistes, il faut, aujourd'hui c'est un tout, ça nous permettra de vous accueillir. Alors il y a un bus qui sera à disposition à partir de Mandela, départ 11h30, mais il faut réserver, mesdames et messieurs. Donc pour acheter les tickets, c'est le 06 94 49 64 64 ou vous allez sur la page Facebook de Trop Violence et vous avez toutes les infos. Je vous remercie. Et Olivier Goudet pour un mot de conclusion. Aussi, c'est l'hommage à Tonton Jo. Ah oui, j'oubliais le thème. Le thème, l'hommage à Tonton Jo, ce grand homme aussi, hein, qui comme nous a beaucoup fait et pour en tout cas la musique et puis même en tant qu'animateur radio et qui pour nous, ça fait plusieurs années, hein, on a fait Monsieur Inglis. Il est pour nous important de valoriser ces Guyanais qui font et qui ont fait. Voilà, bien je vous remercie. Merci d'être passé à notre micro pour nous parler un peu de ce temps qui s'est écoulé. Un temps de lutte, un temps de réflexion également, un temps de réajustement. Et puis vous avez 7 ans, je le dis, 7 ans, on le dit, c'est l'âge de raison. En tout cas, il n'y a pas de raison que vous ne continuiez pas. Je vous remercie et je le dis à dessein. On ne se rend pas compte de l'implication de ceux qui militent. Que ce soit des bénévoles, que ce soit pour des syndicats, que ce soit pour des actions qu'on peut qualifier d'activistes, etc. La société a besoin de personnes qui, au départ, ne sont pas forcément d'accord avec le système, mais aucune révolution ne s'est faite avec la majorité. Il y a toujours des idées qui naissent, qui grandissent, qui mûrissent et qui aboutissent. Donc voilà, vous faites votre part du colibri à votre niveau. Surtout, restez dans l'esprit qui vous anime, c'est-à-dire ne jamais succomber à la violence et mener vos combats comme bon vous semble, avec les moyens que vous jugez nécessaires, parce que parfois c'est le temps qui donne raison ou tort. Donc il faut essayer. Quand les voies explorées ne sont pas suffisantes, il faut passer par d'autres layons. Merci. Alors bon courage. Merci pour l'invitation. On nous a refusé plein de routes, mais on n'est pas en déroute. Non. Et la vie continue. Merci. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis sur RDI. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin des autres. Bonne journée, bon week-end. Et je vous rappelle que nous serons en rediffusion, bien sûr, aujourd'hui à 12h, à 19h et à 5h du matin pour cette émission. Et pour le week-end, nous aurons le Yana Café Corsé où vous retrouverez les meilleurs moments de toute la semaine. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.